Et c'est quoi, du coup, la bonne stratégie pour vendre des liens? Commence direct. Ah bah écoute, t'as fait la transition, t'as ouvert la porte. C'est vrai. Je commence bas, ça active les ventes. Et s'il y a trop de débit, Ça permet un peu de multiplier tes ventes et de pouvoir bosser en direct. bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de SEO Augmenté. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Florentin. Florentin que j'ai rencontré à Chiang Mai et avec qui on a énormément parlé de son business principal qui est la vente de liens. Et du coup, j'ai invité Florentin qui a accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour parler vente de liens. Donc à la fois comment on fait pour bien vendre des liens, à la fois comment on fait pour bien les acheter, parce que c'est quand même le pendant, l'autre partie du miroir qui va nous intéresser aujourd'hui et un petit peu aussi à côté son activité de vendeur de leads. Bref, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous aurez le résumé en dessous. Donc, vous aurez un lien en description avec le résumé des 5 points essentiels que Florentin va nous partager aujourd'hui. Donc, téléchargez-le et c'est le moment de te laisser te présenter, Florentin. Ça marche. Déjà, merci à toi pour l'invitation, Amaury, c'est super cool. Et effectivement, ça fait longtemps qu'on doit faire cette vidéo, donc très content d'être ici. Au niveau de la présentation, du coup, un petit peu comme tu l'as dit, moi, à la base, je viens de la vente de liens. Du coup, je gère aujourd'hui à peu près une cinquantaine de sites où je fais de la vente de liens. L'idée, c'est plutôt d'avoir des sites qualitatifs avec du vrai trafic, avec des vrais metrics, même si on manipule un petit peu, on va en parler aujourd'hui. À côté de ça, je fais également un petit peu de vente de leads depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, où là, on va dire qu'on est plus sur un aspect monétisation où je gagne potentiellement moins d'argent, mais je m'éclate un peu plus parce qu'il y a plus de stratégie, plus de direct avec les clients. Et à côté de ça, un petit peu de YouTube et de Twitter où je partage un petit peu mon quotidien d'éditeur de site, mes stratégies, etc. Voilà un peu pour me présenter. Et évidemment, je mettrai les liens pour retrouver Florentin en description. Et vous pourrez retrouver tout ça à la fin de l'interview. Merci encore d'être là aujourd'hui. Comment tu t'es lancé dans le SEO? Comment ça a démarré? C'est une bonne question. En fait, à la base, moi, j'ai fait une école qui s'appelle My Digital School à Angers, où en fait, on a trois pôles en termes de compétences. On a tout ce qui est développement code, où là, j'ai pas du tout apprécié. On a la partie la partie design où là, j'ai un petit peu plus aimé, mais pas plus que ça. Et on avait une partie marketing avec notamment du SEO, du SIA. Et à ce moment-là, en fait, j'avais un prof qui s'appelait Gilles Huard, qui regardera peut-être cette vidéo d'ailleurs, qui passe le Bonjour. bonjour, et qui lui était du coup, qui faisait du SEO, qui faisait de la presta client, mais qui faisait aussi de l'édition de site à côté. Et du coup, c'est vrai que ça m'intriguait pas mal à ce moment-là. Et du coup, j'ai un petit peu creusé de mon côté sur la partie édition, même si lui nous partageait déjà quelques petites choses, enfin quelques petites choses de son quotidien. Il nous disait, tu vois, pendant qu'on faisait les cours, potentiellement, lui à l'époque vendait déjà des liens. Du coup, à la fin des cours, il nous disait, moi, pendant le cours, là, j'ai vendu 2 liens à 60 euros, tu vois. Et ça nous paraissait fou parce que il était en physique avec nous en train de nous présenter son cours de SEO et en parallèle, il gagnait de l'argent. Et du coup, moi, j'ai commencé dans le SEO. En fait, on va dire, lui, il m'a intrigué sur la partie SEO. Et après, je suis rentré, mes premiers pas dans le SEO étaient vraiment plus sur de la prestation. Et je suis rentré en stage dans une agence web marketing à Rennes, où du coup, je faisais uniquement du SEO. Après, je suis resté en alternance dans cette agence sur Rennes. Et après, j'ai fait 1 an de CDI également dans cette agence. Donc, mes débuts dans le SEO étaient vraiment plutôt sur la partie prestation client. Mais j'ai toujours à côté essayé un petit peu de lancer mes sites, etc. Et du coup, mes premiers pas, on va dire, en tant qu'éditeur, justement, c'était sur de la vente de liens avec un site que j'avais racheté justement enfin, un domaine plutôt que j'avais racheté à David Shelley. Et je me suis lancé comme ça un petit peu dans la vente de liens en lançant mon premier site, en essayant de faire quelque chose de vraiment très chiadé, vraiment très propre, ce qui n'était pas forcément la bonne stratégie à l'époque, mais ça a mis du temps et ça a fonctionné. Et c'est quoi, du coup, la bonne stratégie pour vendre des liens? Commence direct. Ah bah écoute, t'as fait la transition, t'as ouvert la porte. C'est vrai. Du coup, la bonne stratégie pour moi pour vendre des liens, c'est déjà d'avoir plusieurs sites parce que ça va être, enfin, tu peux gagner des sommes intéressantes avec un seul site en vente de liens, mais plus tu vas avoir de sites, en fait, plus tu vas pouvoir multiplier ta présence, multiplier tes ventes, multiplier aussi, justement la vente en direct qui est assez importante. Parce qu'aujourd'hui, si tu bosses avec peu de sites, généralement, ceux qui bossent en direct, ils ont besoin d'avoir des catalogues, pas forcément des catalogues conséquents de 3 000 à 4 000 sites, mais déjà d'avoir un portefeuille de 20, 30, 40 sites. Ça permet un peu de multiplier tes ventes et de pouvoir bosser en direct, alors que tu peux pas forcément le faire quand t'as 2, 3 sites. Du coup, vraiment, la bonne stratégie aujourd'hui pour vendre des liens, c'est tout simplement d'avoir enfin, en fait, il y en a beaucoup qui font toujours des blogs. On va dire, faut plutôt chercher à faire des magazines, à faire quelque chose de beaucoup plus professionnel avec un beau design, dans l'idéal, un nom de domaine qui est plutôt sympa. Évidemment, les métriques vont être intéressantes aussi, tout ce qui va être trafic, tout ce qui va être RD, tout ce qui va être TF, tout ce qui va être aussi, les mots-clés en lui-même sur lesquels tu ranques. Il y en a encore beaucoup qui font uniquement du fake trafic. La réalité, c'est que tu fais des ventes, tu vas gagner de l'argent en faisant uniquement du fake trafic, mais tu vas pas avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui va faire justement un vrai magazine avec du vrai trafic, avec potentiellement un petit peu de fake mots-clés pour venir peaufiner tout ça, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et du coup, pour moi, c'est ça,
une stratégie en vente de liens qui fonctionne aujourd'hui, c'est d'essayer de multiplier les sites, de faire de la qualité, d'avoir des bonnes métriques, être sur les bonnes thématiques aussi, qui est super important. Si tu fais un site de vente de liens sur la thématique des livres, bah, tu vas peut-être voir un lien par mois aller à 150 euros, mais ça va être compliqué d'en faire un vrai business. Alors que si tu es sur une thématique plus large, où il y a beaucoup plus d'annonceurs, comme la maison, comme l'automobile, comme la santé, bah, potentiellement, tu vas pouvoir vendre beaucoup plus de liens à des tarifs intéressants et du coup, bah, faire des chiffres d'affaires qui sont également plus intéressants. Bah, écoute, effectivement, beaucoup de choses à voir. Toi, du coup, tu me disais en off juste avant que la vente de liens, c'est à peu près 60 de ton business. En termes, répartition, plateforme et direct, Ouais. c'est quoi dans ces 60 la répartition? Alors 60% quand je te disais, c'était plutôt sur la partie temps. En réalité, en termes de chiffre OK. d'affaires, je pense que la vente de liens, on est sur un bon, pas les chiffres exacts, mais ça va être un bon 70-80%, je pense, de mes revenus aujourd'hui. OK. Et direct, on est à peu près à 50%. Et ça a tendance à grimper. En fait, au début, je me suis lancé dans la vente de liens, je faisais assez peu de direct. Et je pense que le direct était moins démocratisé aussi à l'époque. Du coup, on passait beaucoup plus par des plateformes, bah, comme, enfin, les plateformes les plus connues, du e-référeur, du Rocket Link, du Paperclub, du Semjus, tout ça. Et aussi Next Level qui fonctionnait très bien à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un peu plus, enfin, ça fait toujours des ventes, mais on n'est pas sur les mêmes volumes de ventes que ce qu'on pouvait avoir avant. Et aujourd'hui, ouais, on est sur du 50% à peu près en direct. Et j'essaie de plus en plus de le bosser parce que je vois que c'est là où j'ai des commandes déjà en volume. C'est assez rare en direct que tu as une seule commande. Tout ça, c'est intéressant. Tu reçois un mail directement, tu peux faire 400-500 balles de commande en un seul mail. C'est des paiements rapides aussi parce que sur les plateformes, entre le moment où tu publies ou le moment où tu es crédité sur ton compte et le moment où tu peux retirer les sous, tu peux avoir des délais de 30-60 jours. Du coup, bah, pour faire en termes de trésorerie, ça peut être un peu chiant, alors qu'en direct, tu peux faire payer en avance des fois. Enfin, moi, c'est ce que je fais sur les nouveaux clients avec lesquels je collabore. Je demande toujours un paiement en avance, ce qui fait que bah, j'ai même pas encore publié l'article, je suis déjà payé. Et même avec ceux sur lesquels tu bosses pas en avance, généralement en direct, t'es sur des paiements grand maximum sur d'une semaine. La majorité du temps, en 48 heures, t'es payé. Donc ça, c'est un bon avantage aussi. Et le direct, c'est vraiment super important quand tu fais de la vente de biens. Mais comme je disais, un des inconvénients, c'est qu'il faut pouvoir proposer des catalogues. Parce que tu vas pouvoir faire quelques ventes en direct si tu as un, deux sites, mais ça va freiner les annonceurs parce que généralement, en direct, tu as plusieurs profils de clients. Tu peux directement avoir bah, des agences. Généralement, on est quand même sur des agences plutôt à l'étranger. Et du coup, là, ils vont chercher des catalogues. Pareil pour les consultants. Et tu vas aussi avoir tout ce qui est revendeurs, qui eux vont avoir des réseaux d'acheteurs, mais aussi des réseaux de vendeurs. Et eux, leur travail, en fait, c'est de lister justement un maximum de sites, d'essayer d'identifier les sites avec potentiellement du bon potentiel, où ils peuvent avoir un bon rapport qualité-prix. Et derrière, eux, leur taf, c'est de marger tout simplement sur tes sites et de les revendre bah, potentiellement à d'autres agences, à d'autres annonceurs qui peuvent eux aussi avoir un contact en direct. Et en fait, bah, toi, tu vas vendre ton prix à ton bien normal. Eux vont le revendre plus cher, vont prendre une marge. Et du coup, ça, c'est un profil aussi assez intéressant à aller chercher quand tu fais de la vente de lait en direct. Et du coup, ces 2 profils-là, agence étrangère et revendeur dont tu parlais, qui ont l'air d'être le 2 plus importants, Ouais. comment tu les trouves? Est-ce que tu les démarches ou est-ce que c'est parce que tu as commencé sur les plateformes, que tu as eu des achats et que tu as réussi à créer du lien? C'est quoi l'historique ou la chronologie, en tout cas? Alors en fait, bah justement, ça va dans les 2 sens. Au début, enfin, depuis pas si longtemps que ça, je les démarchais pas. C'est-à-dire, généralement, c'est eux plutôt qui vont venir vers toi via justement les formulaires de tes sites. Plus tu vas ranker, enfin, sans ranker sur des mots-clés business incroyables, genre CBD, tu vois, mais plus tu vas ranker sur des vrais mots-clés informationnels qui sont proches d'une thématique où il y a de l'argent, plus en fait, il y a pas mal d'agents justement à l'étranger qui raisonnent un peu comme ce que peut faire potentiellement Next Level. Ils vont chercher des mots-clés informationnels proches de leur thématique sur lesquels un site de contenu, un site de blog classique peut ranker. Ils vont chercher à justement bah, acheter des liens sur ce site puisqu'ils rankent sur des mots-clés intéressants. Et du coup, bah, si tes formulaires de contact ils marchent sur tes sites et si tu rankes sur des mots-clés informationnels slash proches de mots-clés business, tu peux justement être contacté par des agences comme ça en direct qui vont chercher à acheter des liens sur ton site. Donc ça, c'est le premier point, tout simplement bah, le mettre en avant aussi sur ton site, justement un formulaire de contact. Il y en a aussi qui font directement un peu c'est ce que je suis en train de faire moi sur mes sites, de faire un peu des kits médias, tu vois, que tu peux trouver dans le footer, où tu vas avoir toutes les informations sur le site, que ce soit pour de la vente de liens, mais aussi pour de l'affichage display, ce genre de trucs. Ça, je fais pas encore, mais c'est en cours. Et après, tu peux aussi aller les démarcher. Donc là, c'est à toi justement d'aller plutôt bah, identifier quels sont ces potentiels clients. Ça, c'est ce que j'ai fait assez récemment. Bah, en fait, déjà, tu peux échanger tout simplement tes listes d'acheteurs en direct avec 2 éditeurs. Au final, tout le monde est gagnant parce que vous n'êtes pas en concurrence directe. Un mec qui achète beaucoup de biens, il va les acheter chez toi, mais il va aussi les acheter chez d'autres personnes. C'est pas de la concurrence directe, autant faire de l'échange et que vous soyez tous les deux gagnants. Et tu peux aussi essayer d'aller les démarcher, bah, tout simplement les identifier justement à l'étranger en allant regarder un petit peu les grosses agences SEO, etc. à l'étranger. Parce qu'en vrai, enfin, j'ai pas trop l'impression que, tu vois, ils utilisent les étrangers. J'ai pas énormément l'impression qu'ils utilisent les plateformes. Alors que, tu vois, on a quand même pas mal de plateformes en France. On a des outils comme Linkfinder qui permettent
même sans connaître le marché, comparer assez rapidement. Moi, de ce que j'en vois, j'ai quand même beaucoup de demandes de consultants et d'agences en direct depuis l'étranger. Et du coup, ça, c'est assez intéressant. Et tu peux aussi, comme je disais, aller les chercher. Tu vois, sur LinkedIn, en tapant Link Builder, en tapant un petit peu tous les posts qui vont tourner autour du SEO et surtout des netlinking, tu peux leur envoyer un message, potentiellement plutôt en anglais. Là, t'es plus sur le profil revendeur, où tu vois, tu vas voir justement tous les Indiens, tous les mecs comme ça, ou qui vont avoir des posts sur LinkedIn de link builder, link building. Qu'est-ce que tu as aussi? Netlinker, non, ça se dit pas trop. C'est tous les posts un peu comme ça, où là, tu peux les contacter, tu leur envoies un message avec tes spots. Enfin, généralement, c'est un Google Sheet où tu partages vraiment toutes les infos avec tes sites, les prix, les conditions de publication, les conditions de paiement. Enfin, que le mec, il ait toutes les informations claires sur le Google Sheet. Et après, en fait, comme ça, tu vois, si tu l'envoies à 10 revendeurs, peut-être que ces 10 revendeurs-là vont le faire tourner à 50 annonceurs au total. Et en fait, le but, c'est de faire tourner ton Google Sheet, en fait. Plus tu vas le faire tourner, plus il va être visible, plus, potentiellement, tu vas pouvoir avoir des commandes derrière si tes spots sont intéressants et à bon prix aussi, quoi. Ok. Sachant que quand tu bosses en direct, tu as beaucoup plus cet aspect de négociation que tu vas avoir par rapport aux plateformes. Généralement, par exemple, tu vas vendre un lien 150 balles, le mec, il va te répondre, j'ai 10 euros de budget. En fait, il fonctionne vraiment par step comme ça, où il va te dire, j'ai 10 euros de budget, et toi, si tu restes fixe sur tes prix, la plupart du temps, ça va le faire. C'est juste qu'eux, en fait, ils essaient de casser tes prix, parce que plus ils vont réussir à casser tes prix, plus ils vont réussir à gagner de l'argent sur toi. Mais généralement, ils fonctionnent par step, ils vont commencer à 15, tu vas leur dire, mes prix sont fixes, ils vont monter à 50, ils vont monter à 80, ils vont monter à 100. Et généralement, c'est juste que c'est chiant dans la négociation, parce qu'il faut toujours leur rabâcher que tes prix sont fixes, mais tu arrives à finalement avoir le deal au prix que t'avais initialement prévu. Et comment tu fixes ton prix, justement? Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'aime bien commencer avec des prix assez bas, surtout sur les plateformes, en fait, des prix assez bas. Le but, c'est surtout de débloquer les premières ventes. En gros, moi, je mets mes sites sur les plateformes à peu près quand j'ai 3 000 de trafic SMrush, à peu près, quand j'ai au moins 50, 60 et quand j'ai au moins 20, 25 de TF. À partir de ce moment-là, généralement, je mets mon site sur les plateformes. Déjà, si tu le mets trop tôt, en fait, tu vas être dans un cadre où si tu bosses avec des experts, ton site, il va être en train de grimper. Et du coup, tu vas louper vu que généralement sur les plateformes, la mise à jour des datas, c'est une fois par mois. Peut-être qu'en un mois, ton trafic va faire x3. Et du coup, tes métriques, elles seront pas à jour et tu seras capé en termes de vente de liens, peut-être à 20, 30 euros. Alors finalement, ton spot, il va en 90. Donc, je trouve déjà, c'est dommage de le mettre trop tôt. Et du coup, moi, avec les métriques que je te disais, généralement, je mets mon site sur les plateformes aux alentours ça dépend des thématiques, mais entre 50 et, ouais, même 40 et 60 euros, grosso modo. Et Ok. mon but, tu vois, c'est d'être au début, débloquer les ventes. Et dès que grosso modo, après, je commence à avoir des ventes récurrentes, peut-être 2, 3 ventes par semaine sur un spot, là, je vais commencer à augmenter mes prix. Et tu vois, on va dire un prix moyen sur un de mes spots, on va être entre 80 et 100 euros sur un spot qui a entre 5 et 10 000 de trafic SMrush, avec du majorité de vrai trafic, mais quand même un petit peu de fake trafic. Pas mal de mots-clés positionnés. Ça peut aller de 3000 à 10-15 000 avec du top 3, avec des vrais mots-clés. Et puis en RD, ça va comme je te disais, 60 à mes plus gros spots, ils montent à 300-400 RD à peu près. Ok. Et après, quand tu arrives justement sur des plus gros spots, là, tu vas être sur des prix plus élevés ou mes plus gros liens sur des thématiques classiques, je dois les vendre 180 euros à peu près, je pense. Et ça, du coup, ce qui explique la différence de prix entre ton prix moyen à 80 et ces 180 là, c'est quoi? C'est la thématique essentielle? Non, c'est d'être vraiment le trafic. Quand je vais passer des gros caps en trafic, genre des spots qui vont dépasser les 30, les 50 000 en trafic, là, je vais aller sur des prix, des prix plus gros. Mais généralement, je m'adapte quand même, tu vois, en fonction des ventes. Dès que je vois qu'un spot commence à beaucoup vendre sur les plateformes, surtout de manière récurrente, j'essaie d'augmenter mon prix. Après, là, je commence à avoir beaucoup de spots. Du coup, la gestion des prix, c'est un peu plus chiant. Mais l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre le volume et bon prix de vente. Parce qu'il faut pas non plus être trop cher, faire que 2 ventes par mois, pas non plus être trop bas et faire que du volume parce que sur la longue, ça peut pourrir ton site. Du coup, c'est pas forcément un bon strat. L'idée, c'est de trouver un peu l'équilibre justement entre ton prix de vente et ton volume. Tu vois, Oui, si quand même. tu vends 15 liens par mois sur un spot avec un prix moyen de 120 balles, ça me paraît intéressant si tes métriques elles sont cohérentes derrière. Ouais. De toute façon, c'est un peu c'est le marché qui va décider avec la stratégie de je commence bas, ça active les ventes. Et s'il y a trop de débit, j'augmente le prix. Ça te permet de réguler le débit et de réguler effectivement le nombre de liens sortant de ton site internet. Est-ce que tu rajoutes du contenu, du coup, hors article vendu? Ouais, c'est ça. Ça, je le fais. Enfin, si, je le fais quand même depuis un an, je pense. Avant, c'était compliqué parce que j'avais pas d'équipe. Donc, en termes de gestion même si on a l'IA et tout aujourd'hui, moi, je suis très, très nul en automatisation. Et du coup, j'ai toujours plutôt bossé avec de l'humain. Et aujourd'hui, on a une stratégie de publication sur tous les sites. Alors, on va pas avoir la même stratégie de publication entre les expis qu'on est en train de lancer ou les nouveaux sites qu'on rachète, qu'on est en train de lancer et les, entre guillemets, plus vieux sites. Mais peu importe le site, il y a toujours, on va dire, ça doit aller de 2 articles par semaine minimum sur tous mes sites.
Sur les plus gros, on est un article par jour à peu près. Hors Discover, puisque depuis un petit mois, je bosse aussi sur du Discover. Ok. Et pourquoi lancer Discover? Bah, en fait, c'était une opportunité. Alors, c'est pas moi qui le bosse directement, je bosse avec Guy, je pense que tu connais. Ouais. C'est lui qui gère toute la partie Discover sur le site. Mais ça a juste été une opportunité où, en fait, j'avais un domaine qui était Google News, je le savais même pas. Et du coup, je me suis dit, enfin, je voyais qu'il faisait, sans du tout avoir une stratégie Discover, je voyais qu'on avait du clic, qu'on sortait grosso modo sur Google News et sur le Google Discover sans le bosser du tout. Je me suis dit, bah, OK, intéressant. Moi, je maîtrise pas du tout Discover aujourd'hui. Et du coup, bah, comment je peux potentiellement exploiter ça? Du coup, je me suis rapproché justement de Guillaume. Je lui ai présenté un petit peu les sites et tout. Je lui ai donné tous les sites un petit peu du réseau et on a sélectionné 3 sur lesquels on bosse aujourd'hui. Et du coup, ouais, ça fait un petit mois qu'on bosse dessus et les résultats sont quand même plutôt intéressants. Même si aujourd'hui, on n'a pas fait de pic à plusieurs millions de trafic, mais tu vois, on arrive régulièrement à plusieurs dizaines de milliers de clics par jour sur les 3 sites. Donc, c'est quand même intéressant. Ça fait des revenus en plus. C'est aussi bénéfique pour la vente de liens parce que du coup, on a du contenu prêt sans lien tous les jours en plus. Et en plus, ça a quand même je le vois que ça a un bon impact sur le search classique. Parce qu'en termes de mots-clés positionnés sur SEMrush, tu débloques beaucoup de mots-clés, tu as beaucoup plus de visiteurs, du coup, tu as beaucoup plus d'interactions utilisateurs. Du coup, c'est des bons signaux également pour Google. Et du coup, c'est un bon truc qui est complémentaire entre Discover et la vente de liens. C'est assez complémentaire. Et moi, je vois que ça booste les sites sur lesquels on travaille, donc c'est cool. Ouais, ça, c'est un peu ça l'oppose à une ferme de liens où tu vas avoir juste de la vente de liens avec que des liens sponsors. Et t'as, bah, un vrai site qui tourne. Et Ouais, on c'est le ça. sait que le trafic, ça a un impact positif sur justement ton SEO, de fait de lui envoyer autre chose. Donc Ouais, effectivement, c'est ça. ça, Puis ça colle bien, quoi. ouais, franchement, ça colle bien, puis ça diversifie un peu les revenus. Ça, c'est un bon complément et je vois que moi, techniquement, je suis pas du tout, je saurais pas, tu vois, faire ce que fait Guillaume, mais je me dis quand même que tu peux avoir de la rentabilité assez rapidement et du coup, je me pose la question peut-être aussi de réorienter sur moi, sur l'achat des sites que je fais de plus en plus, racheter des sites qui tournent, potentiellement racheter du Google News ou des sites plus orientés Discover que ce que je fais aujourd'hui avec une stratégie vraiment orientée vente de liens, quoi. Ouais. Et sur les 50 là dont tu nous parlais, 50 sites à peu près que t'as, combien, enfin, en gros, c'est quoi ta répartition entre sites qui tournent que t'as rachetés, expirés ou neufs? Ouais. Alors déjà, j'ai très peu de neuf sur de la vente de liens. Je bosse, je sais même pas si j'en ai dans le portefeuille aujourd'hui. Enfin, en fait, sur les 50 liens, ça va être 50 sites de vente de liens qui sont monétisés. À côté, je vais avoir des petits PBN pour les pousser, pour manipuler des métriques. Ça, je les compte pas dedans. Et sur ces 50, je pense même pas que tu vois, j'ai un domaine neuf sur de la vente de liens. Je pense pas. J'en ai eu, mais je les ai revendus parce que j'avais pas des, enfin, clairement, c'était pas comparable en termes de résultats avec des expirés ou des sites que je rachète. Donc, pas intéressant. La majorité, ça doit être de l'expiré. Je dois être sur un bon 80% d'expiré. Mais là, depuis que je suis passé en société, en fait, depuis à peu près un an, ma stratégie va beaucoup plus sur le rachat de sites parce que tu peux avoir en fait, tu t'évites tous les problèmes que tu as avec des expis. C'est-à-dire, même si ça repart vite, ça prend quand même du temps, tu peux avoir des filtres. Tu as quand même quelques contraintes que tu as sur des expis que tu as beaucoup moins sur des noms de domaines que tu rachètes. Enfin, des sites que tu rachètes, entre guillemets. Et du coup, ma stratégie va beaucoup plus là-dessus aujourd'hui. Et du coup, le portefeuille, aujourd'hui, ça va tourner sur du 80% à peu près, je pense, nom de domaine expiré et à peu près 20% sur des sites que j'ai rachetés. Mais du coup, c'est des sites plus récents, comme je te disais, puisque ça fait grosso modo à peu près une année que je fais cette stratégie-là. OK. Et comment tu choisis un bon site expiré, justement? Ouais. Sur un XP, mes critères principaux aujourd'hui, ça va vraiment être le trafic récent. Trafic récent, page indexée. Ça va être vraiment les deux trucs principaux que je regarde. La thématique aussi, parce que moi, je relance toujours un XP exactement sur la même thématique. Après, je peux l'élargir. Mais en fait, après, avec l'XP, ça vient avec l'expérience aussi, mais l'idée, faut que tu te projettes avec t'achètes l'XP, tu sais déjà pas ce que tu vas en faire, vers quoi tu vas l'orienter, les mots-clés que tu vas relancer, les thématiques. Déjà, tu vas avoir la flemme de le remonter, tu vas pas le faire, ça va être un XP qui va te traîner. Du coup, c'est un peu, mais moi, quand je vois un XP, il faut que je puisse me projeter dessus. Et d'un point de vue plus SEO, les métriques que je vais regarder, c'est surtout page indexée, du trafic récent, dans l'idéal du trafic sur justement des mots-clés, une thématique qui va être intéressante, des pages aussi que tu peux remonter. Tu vois, si le site il fait du trafic de fou, mais c'était un e-com qui rankait sur que du produit, pour de la vente de liens, ça va pas m'intéresser parce que c'est pas le type d'URL que je dois pouvoir remonter, c'est pas le type de site que je vais remonter. Du coup, c'est pas si intéressant que ça pour moi. Par contre, si c'est un e-com qui faisait plutôt du traffic sur la partie blog, là, ça peut m'intéresser quand même. C'est vraiment ça. Après, le nom de domaine aussi, ça, il y a enfin, il y a quand même des gens qui le regardent, mais quand t'es sur une stratégie comme moi où tu cherches à vendre du lien quand même plutôt qualitatif, du lien cher, le nom de domaine que tu as en lui-même, c'est un nom de domaine plutôt brandé, il y a un nom de domaine avec un produit, une thématique dans le nom de domaine, ça va avoir de l'impact, surtout sur des plateformes un peu plus premium, tu vois, du GetFluent, du SendBlues, du Paperclub, ils vont être un peu plus regardants sur ce type de truc. Et tu le vois quand même sur le volume de vente. Tu vas pas avoir le même volume de vente si tu as maison-habitat.fr ou alors, j'en sais rien, moi, la meilleure chaise de bureau gaming.net, tu vois. Tu,
d'un point de vue annonceur, tu vois, ça fait quand même une différence. Et même moi, bah, je pense qu'on en parlera après, mais j'aime bien quand j'achète des liens, acheter des, même si c'est d'un point de vue SEO, ça change rien, j'aime bien acheter des liens sur des spots où tu vois que le nom de domaine est vraiment proche de ta thématique. Et du coup, tu parlais donc tout à l'heure de faire des sites qui sont positionnés sur de l'informationnel, sur des requêtes concurrentielles ou en tout cas sur des thématiques ont de l'argent, donc ça veut dire concurrentiel. Pourquoi tu vends des liens si tu es positionné sur ces requêtes-là plutôt que de faire de l'affiliation? Alors, je vais pas me positionner directement sur du meilleur plus produit, avis plus service. Je vais vraiment être sur des requêtes qui sont informationnelles. Je sais pas si je peux te donner un exemple, genre, mais en soi, ouais, je vois ta logique où il y a clairement pas mal de requêtes. Tu vois, je regardais le jour justement, je faisais parce que j'ai un stagiaire en ce moment, bah, que tu as rencontré aussi justement. Et on regardait un petit peu mes requêtes et tout sur Search Console. Et il me disait, mais pourquoi tu fais pas de l'affine en fait? Genre, je rank mine de rien sur des requêtes meilleures, sur quelques requêtes meilleures, sur des requêtes à vie, sur des trucs un peu perte de poids et tout. En soi, je pourrais. C'est juste qu'aujourd'hui, vraiment, mon domaine d'expertise est il est sur de la vente de liens. J'ai fait un petit peu d'affi, mais j'ai jamais vraiment poussé le truc. Mais en vrai, je pense que c'est par flemme, tu vois, d'aller m'inscrire, parce que c'est un process que je connais beaucoup moins, qui pourrait m'intéresser. Mais en vrai, aujourd'hui, ouais, je suis quand même majoritairement sur de la vente de liens. Et puis, en vrai, la répartition, même si, tu vois, je pourrais faire de l'affi sur, en soi, c'est quelques pages, quelques requêtes. Je pense qu'en termes de revenus, je serais quand même beaucoup plus rentable à faire de la vente de liens plutôt que de l'affi. Parce que, tu vois, je te dis des requêtes business informationnel, mais ça reste, je sais pas si c'est des exemples comme ça, mais on est quand même beaucoup plus sur de l'informationnel que vraiment sur des requêtes qui ont un potentiel de convertir, quoi. OK. Ouais, c'est un peu les parents pauvres des sites qui font de l'affiliation. Il faut aller sur ces requêtes-là pour avoir une couverture thématique, Ouais, mais in fine, c'est pas celles-là qui font du business exactement, ouais, et c'est ça. c'est mais en revanche, c'est celles-là qui poussent et du Ouais, coup, c'est pour ça ils sont tentés de venir acheter, du lien chez toi. Et est-ce que exactement. tu vends surtout du lien sur des articles neufs ou est-ce que tu vas aussi vendre du lien sur des articles positionnés? Alors, je fais les 2, mais en termes de répartition, on est quand même majoritairement sur du neuf, ouais. Avant, avec justement Next Level, où on faisait du positionné, Next Level, bah, pendant la période, un peu prime de Next Level, c'était une de mes top plateformes. Et du coup, là, c'était majoritairement du lien sur de l'article existant. Aujourd'hui, j'en vends encore un petit peu. Bah, tu vois, juste avant notre visio, là, j'ai fait une vente sur du positionné sur RFRR. Mais c'est clairement pas la majorité du business. Mais c'est important de l'avoir. En vente de liens, faut pas se limiter à, tu vois, il y en a qui veulent pas être présents sur certaines plateformes. Mais en fait, le but, c'est vraiment d'être présent partout, quoi. En fait, c'est de la visibilité. Ça, peu importe les plateformes, ça apporte de la visibilité à tes spots. Plus tu es présent partout, plus tu peux avoir des opportunités de vente. Et ce qui compte, au final, c'est le chiffre d'affaires que tu as généré à la fin. Et voilà, quoi. Donc, toutes les options, même de la vente de liens, enfin, de la vente sur de la page d'accueil, sur du site-wide. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? Ouais, c'est majoritairement ça aujourd'hui. Bah, je l'active, j'en fais assez peu, mais finalement, sur un an, ça représente quand même une petite part du chiffre d'affaires que c'est dommage de louper. Tu veux dire mettre un lien sur la page d'accueil ou en footer, par exemple? Ouais, c'est ça, ouais. Même si, je sais pas, aller à l'année, j'en vends peut-être, je vais dire 20, 30. C'est pas énorme par rapport au volume de vente de liens sur de l'article 9 que je peux avoir. Mais, 20, 30 liens à 60 balles par mois, finalement, ça fait quand même un peu d'argent. Ouais, ça, la grosse différence de ces genres de liens, c'est qu'ils sont mensuels, c'est un abonnement. Ouais, c'est ça. Du coup, tu as quand même ce point-là qui est quand même assez agréable. Ouais, exactement, ouais. Et du coup, donc tu disais vraiment, toi, tu es sur toutes les plateformes, tu as globalement une liste de toutes les plateformes qui existent et tu t'assures que tous tes sites soient sur toutes les plateformes. C'est ça. C'est vraiment l'idée. Tu vois, même généralement, t'es démarché. Ça, c'est de plus en plus, les plateformes, elles viennent te chercher. Tu vois, là, j'en ai reçu une avant-hier, je crois que je sais pas du tout d'où elle sort. Je me suis inscrit, mes spots, ils sont dessus. Peut-être que ça fera jamais de vente, peut-être que ça fera des ventes. Je sais pas, en fait, quand une plateforme, elle se lance, peut-être qu'ils ont déjà un énorme catalogue d'annonceurs derrière qui est prêt à acheter. Comme ça se trouve, ils en ont pas et au pire, ça t'aura pris 30 minutes de répondre aux mails, de formater ton template pour pour formater ton Google Sheet pour qu'il soit intégré sur la plateforme. Bon, c'est 30 minutes de perdu, mais à l'inverse, peut-être que tu as pris la paternité sur une plateforme où il y a peu d'éditeurs, où du coup, tes spots, ça va être entre guillemets, enfin, on va dire, tu auras les meilleurs spots entre guillemets sur la plateforme. Et du coup, tu peux faire de l'argent alors que les autres ne connaissent pas encore la plateforme. Du coup, ça peut être intéressant. Le but, c'est vraiment d'apporter un maximum de visibilité à tes sites. Et après, ça marche pas. Mais à partir du moment où tu es présent, tu te dis que tu loupes pas ta chance, quoi. Parce que, comme je te disais, là, genre les plateformes, tu vas avoir peut-être 4, 5 plateformes qui vont faire la majorité de ton chiffre d'affaires. Mais en fait, sur toutes les autres plateformes en cumulé, peut-être 10, 15 autres plateformes où tu vas faire pas énormément de ventes par rapport aux 4 premières. Mais sur le cumulé de ces 10 plateformes-là, tu fais quand même un bon chiffre d'affaires qui est conséquent et qui peut valoir peut-être plus au final que les 4 plateformes sur lesquelles tu fais le plus de chiffre d'affaires. Ouais, complètement. Et du coup, comment tu gères le prix entre les différentes plateformes? Parce que chaque plateforme va avoir ses spécificités, il y en a qui régulent plus ou moins. Ouais. Est-ce que tu as le même prix partout
est-ce que tu le fais évoluer de la même façon partout ou est-ce que au contraire, tu as une disparité de prix? C'est une bonne question. Avant, on va dire que j'avais plus une disparité de prix. Et depuis Linefender, il y a beaucoup d'annonceurs qui l'utilisent. Il y a même, tu vois, j'étais en appel hier avec un conseiller qui doit avoir un genre d'algorithme en interne où en fait, dès qu'un annonceur achète chez eux, ils ont une genre d'alerte. Si je pense qu'ils sont plugués justement à Linefender, ils ont une genre d'alerte où en mode si ils trouvent s'ils ont un prix moins cher ailleurs, l'annonceur est notifié comme quoi il y a le prix. Ah non, attends, je sais plus exactement comment ça fonctionnait. Enfin, en fait, ils avaient vu, genre moi, il y avait un annonceur qui était intéressé pour acheter un spot chez moi via Rocketlinks, mais ils avaient trouvé le prix moins cher ailleurs. Et du coup, le mec, automatiquement, j'ai reçu un mail comme quoi ils avaient trouvé le prix moins cher ailleurs. Est-ce que je m'alignais ou pas pour avoir cette vente ou pas, tu vois? Je pense que ça, ils le font de manière automatique. Et justement, c'est de plus en plus important d'avoir des prix à peu près alignés sur toutes les plateformes pour éviter d'avoir ce genre de problème. Donc, c'est vrai que c'est assez chiant parce qu'effectivement, aujourd'hui, t'as pas d'outil qui te permet en un clic de mettre à jour ton prix partout. Du coup, faut repasser sur toutes les plateformes. Quand tu as beaucoup de spots, quand tu as beaucoup de différences de prix, c'est assez chiant. Mais malheureusement, malheureusement et aussi heureusement pour les annonceurs, mais aujourd'hui, c'est important d'avoir des prix à peu près alignés. Même si effectivement, comme tu dis, tu as des prix, tu as des plateformes où tu es capé. Tu vois, par exemple, du Linka Vista où je trouve qu'ils capent les prix assez fortement quand même. Donc après, tu peux essayer tu peux les contacter potentiellement. C'est comme LCM Juice. Dans toutes les plateformes, en soi, tu peux les contacter le support pour voir si tu peux faire passer ton spot du fruit, je te dis une connerie, ananas à pastèque, par exemple. Du coup, tu vas vendre ton lien 175 à la place de 77 euros. Dans tous les cas, tu peux t'arranger avec les plateformes. Et c'est vrai que c'est quasiment impossible d'avoir, sur toutes les plateformes existantes, d'avoir le même prix. Dans tous les cas, c'est impossible parce que tu as des plateformes où tu es capé, des choses comme ça. Le tout, c'est d'éviter d'avoir des différences de prix de 50, 60, 100 euros. Là, c'est compliqué. Si tu as des différences de prix qui vont de 5 à 15, 20 euros, ça reste à peu près raisonnable. Mais effectivement, Defender, je trouve que c'est une bonne chose quand même. Mais nous, ça nous oblige d'un point de vue éditeur, plutôt aligné sur toutes les plateformes. Ouais, complètement. Et effectivement, t'en as qui capent de façon Assez agressif. très agressive, on va dire. C'est ça. Ce qui est pas forcément ce qui est pas le cas partout. Et même au-delà de ça, en fait, la question de ton prix, c'est est-ce que le prix net pour toi est le même partout ou est-ce que le prix affiché client est le même Ouais. partout? Et vu Ouais, que tu parce as qu'il y a cette différence de marge ou de commission, c'est un sujet pas simple. ouais, c'est un sujet qui est pas simple et que justement, tu l'as pas en direct. C'est ça aussi l'avantage de bosser en direct. Et c'est vrai qu'il y a des plateformes, vu que toutes les plateformes n'ont pas le même modèle de rémunération, il y a des plateformes où elles vont avoir un alignement plutôt bas et elles vont gagner de l'argent sur toi plutôt que sur l'annonceur. Il y a des plateformes qui vont gagner de l'argent sur l'annonceur et pas sur toi. Et du coup, effectivement, t'as beau être aligné finalement entre, bon, je vais pas dire les plateformes, mais genre entre une plateforme et une autre, finalement, tu vas pas gagner le même prix net entre une plateforme et une autre parce que il va y avoir des commissions, il va y avoir des choses comme ça. Donc ouais, c'est un calcul. J'ai pas la solution encore aujourd'hui, mais autant que l'argent à la fin il arrive chez moi, moi je suis content. Ouais, ça, mais je pense qu'il y a pas de solution parce qu'in fine, il y a des revendeurs qui ont des conditions différentes et donc, quoi qu'il arrive, tu peux pas avoir à la fois le même prix de vente et C'est- le même revenu partout. Il va falloir arbitrer et du coup, cette Ouais, c'est ça. Puis dynamique de c'est une question de volume. Si finalement cette plateforme-là, elle t'apporte quand même un volume super intéressant par rapport à une autre plateforme, bah faut accepter aussi quoi. Par contre effectivement, si c'est une plateforme qui t'apporte peu de volume, en plus de ça, elle a des conditions assez agressives, ils sont assez contraignants et tout. Bon bah là, potentiellement, tu peux essayer de voir pour négocier avec eux, retirer tes spots, enfin essayer un peu plus de mettre la pression pour trouver un arrangement qui convient à tout le monde. ouais, ça, bah, l'été, c'est tout ça comme pour tout et c'est encore plus vrai quand tu as plein de spots et plein de plateformes, c'est une question d'arbitrage et du coup, bah, voir où est-ce que tu veux bien donner et où est au contraire, c'est trop coûteux d'être Exactement. présent, quoi. C'est ça. Sachant que Si, la vente de liens, ça reste un business où on marche quand même plutôt bien. Donc, en soi, même si tu vends ton lien un peu moins cher, quand tu as toujours une marge qui est quand même super intéressante sur ton spot, enfin, sur ton lien vendu, c'est difficile. Enfin, à part si tu as des gros investissements, des gros coûts de production et tout sur de la vente de liens, mais c'est difficile d'être en perte à la fin du mois sur un business de vente de liens. Donc, le tout, c'est d'arriver à faire rentrer de l'argent et après, même si t'es pas forcément satisfait du prix de vente, c'est pas non plus hyper grave, quoi. À la fin, t'es quand même en bénéfice, donc c'est pas ça le souci. ouais, complètement. C'est essentiellement un business avec des gros coûts fixes, dans le Ouais, sens où il faut, tu vas typiquement faire l'article quotidien, l'article hebdomadaire, mensuel, avoir lancé le site ou acheté le site. Mais effectivement, le coût marginal de poster un article supplémentaire avec ou sans lien, ouais, c'est il ça. est quand même assez faible, quoi. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un veut se lancer en vente de liens, c'est quoi ta méthodo? Enfin, en gros, qu'est-ce que tu lui conseilles pour démarrer? Parce que tu nous as parlé de plein de choses, à faire des magazines, de qualité avec un joli design, quelques RD, des TF, un bon TF, des mots-clés positionnés, une bonne thématique. Parmi tout ça, en gros, c'est: «Je veux me lancer demain, qu'est-ce que je fais en premier? Bah, trouver un XP. C'est vraiment, quand tu fais de la vente de liens, en vrai, c'est un bon 70-80% de la réussite de ton projet, de ton site de vente de liens, c'est de trouver un bon XP.
Si tu débutes, bah, effectivement, on va pas sur des gros expis, même si le marché est assez concurrentiel. Tu as toujours moyen de choper des expis plutôt intéressants à moins de 200, 300 balles. Donc, ça demande quand même un petit budget. Et tu vois, là, bah, lundi, j'en ai chopé trois expis avec un bon potentiel qui répondaient aux métriques, aux critères que je te disais. Et tous les expis, je les ai chopés à moins de 150 balles. Donc, tu vois, ça aurait typiquement fait des expis qu'un débutant il rachète, avec des noms de domaine plutôt sympas, avec du trafic récent, avec des pages indexées. Et en fait, une fois que tu as ton expi, bah, après, tout simplement, ton travail, c'est de le remonter. Donc, aller remonter les anciennes URL, profiter justement du trafic historique. Donc, en essayant de récupérer tout l'ancien trafic. Tu as aussi des expis marques aussi qui peuvent être intéressants. Des marques potentiellement confirmées, des choses comme ça, qui peuvent avoir du YouTube, qui avaient d'autres canaux d'acquisition, qui ont des GMB, des choses comme ça. Ça, c'est intéressant de les récupérer parce que tu sors justement du pattern aussi du site de vente de liens classique. Quand tu as des réseaux sociaux, quand tu as une chaîne YouTube, quand tu as du GMB, ce genre de choses. Et du coup, ouais, profiter du trafic historique en remontant les anciennes URL. Et puis après, la stratégie, tout simplement, c'est d'aller chercher du nouveau trafic sur ce site. Donc, du coup, en repartant toujours de l'ancienne thématique, aller chercher, bah, je sais pas, moi, c'était un site sur, je te dis une connerie, le Pilates, bah, tu vas aller chercher, au début, tu vas peut-être lancer 15, 20, 30 articles autour du Pilates, toujours sur de l'informationnel. Et au fur et à mesure que tu vas voir que tu as la confiance du Google et que tu commences à récupérer du trafic sur cette thématique, bah, tu vas essayer d'élargir au fur et à mesure pour aller sur les thématiques plus bankable. Parce que tu restes juste sur la thématique du Pilates par vente de liens. Je connais pas trop, mais je pense qu'il y a des annonceurs quand même. Et c'est pas un site que tu pourras aller chercher à 1 500 € par mois en vendant que du lien Pilates. Donc l'idée, c'est peut-être de l'élargir autour du yoga, du sport de manière un peu plus générale, de la perte de poids, de maigrir, etc. Donc tu vas en faire un site, un magazine plutôt sur l'univers global de la santé, du bien-être, et du coup, en partant d'une thématique qui reste quand même cohérente, et bah là, du coup, ça te fait après un site de vente de liens où tu as du potentiel beaucoup plus intéressant. Et après, une fois que justement tu as commencé à récupérer ton trafic, tu commences à être pas mal en trafic. Là, tu vas aller justement un petit peu plus sur peaufiner les aspects plutôt vente, pour aller chercher un petit peu de fait de trafic, aller un petit peu manipuler tes métriques, tout ce qui est TF, tout ce qui est RD, pour arriver aux métriques que je te disais, avoir tes minimum 60 RD, avoir ton minimum 20-25 de TF. Et puis, bah, quand tu arrives à ce stade-là, normalement, tu as un site de vente de liens qui est prêt à vendre. Toujours bosser, comme je disais, bien essayer de bosser le design, faire une page d'accueil qui est propre, pas juste une page d'accueil blog où tu mets en avant tes derniers articles, une page d'accueil qui est propre, des pages auteurs, un template d'articles qui est plutôt propre aussi avec du mal interne, etc. Et là, grosso modo, tu as à peu près réuni les conditions pour avoir un site qui est censé vendre, quoi, à partir du moment où tu es sur la bonne thématique. Complètement. Et pour trouver l'expi, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est quoi? C'est des plateformes d'enchères essentiellement sur lesquelles tu Ouais, aujourd'hui, moi, je suis quasiment que sur les plus connus en France, hein, Kifdom et WebExpert, où c'est là que je trouve la majorité de mes experts, moi. Mais effectivement, ça dépend des jours, ça dépend du marché. Il y a quand même une forte concurrence. Parce que, alors, il y avait la méta, le casino qui fonctionnait bien, du coup, j'ai l'impression qu'ils sont calmés un peu depuis quelques semaines. Toutes celles qui rachetaient des gros expis, et eux, ils ont des budgets, hallucinants par rapport à un vendeur de liens. Du coup, ils peuvent se permettre d'acheter des expis à plusieurs milliers d'euros, alors que nous, on pourrait y aller, mais on a beaucoup plus de parts de risque. Et parce que, ils les remontent, ils en font une page comparative casino sur la home, ils sont rentables et le site, il est mort dans un mois, mais ils ont été rentables, donc pour eux, c'est pas un souci. Déjà, cette méta-là, j'ai l'impression elle est un petit peu passée. Du coup, il y a moins potentiellement d'acheteurs d'expi casino sur les plateformes, ce qui fait que j'ai l'impression que les prix, là, tu vois, je pense que les trois domaines que j'ai chopés sur on va dire un lundi normal, après, t'as peut-être aussi les jours fériés et tout, mais ils auraient dû se vendre au moins 300-400 balles. Et du coup, ouais, principalement sur ces deux plateformes-là, et bien fouillé en fait, parce que effectivement, t'as des lundis où tu auras beaucoup d'expi intéressantes, t'as des lundis où il y aura pas d'expi intéressants. Faut prendre son temps, il faut pas essayer d'aller trop vite et vouloir un truc à tout prix. Au final, le truc, il est pété. Tu vas t'acharner à essayer de le faire remonter, à pousser du lien dessus, à envoyer des bons articles, une bonne fréquence de publication. Et finalement, de base, si ton expi est pété, tu auras beau faire tous les efforts du monde, peut-être qu'il va finir par prendre, mais tu auras pas les mêmes résultats qu'avec un bon expi de base où tu peux récupérer du trafic assez rapidement et bien relancer. et ça, du coup, derrière, donc tu nous parlais tout à l'heure de comment tu choisis tes expis. Pour savoir trafic récent, keyword positionné, ce genre de choses, tu utilises quoi comme méthodologie, comme outil? Ouais, je suis sur SEMrush Majestic. Majestic, je vais checker le profil de lien. Les pages qui reçoivent des liens aussi, c'est intéressant. Tu vois, c'est assez rare, mais tu peux trouver des sites où le profil de lien, finalement, il est sur une page PDF, sur une page profonde. Et on va dire que du coup, potentiellement, tu vas perdre un peu de vue par rapport à si c'est ta page d'accueil qui a la majorité du profil de lien. Checker aussi le profil de lien en lui-même, quel type de lien, est-ce que c'est des liens indexés, est-ce que c'est des vieux liens, est-ce que c'est des liens do follow, etc. Et après, sur SEMrush, ouais, l'idée, c'est de checker un petit peu le trafic récent. Du coup, je regarde, quand était le trafic. Et après, je vais analyser un petit peu les mots-clés, sur quel type de mots-clés ils rankaient. Et comme je te disais, les pages, si c'est des pages potentiellement qui répondent à l'intention de recherche plutôt informative, et si c'est des pages qu'on peut remonter. Tu vois, si c'est des pages de forum, c'est pas du contenu. Je vais pas m'amuser à remonter toutes les pages forum. C'est
pas du contenu que je peux remettre facilement. Enfin, c'est pas la typologie de site que je vais relancer derrière. Donc, ça m'intéresse pas forcément. Et tout ça, toute cette vérification là dont tu disais qu'il fallait être assez chirurgical et attentif pour éviter de se tirer une balle dans le pied en choisissant un mauvais expi, ça tu le fais manuellement? Ouais, moi je le fais manuellement. C'est un peu l'un des seuls trucs aujourd'hui que je fais moi-même dans le process de vente de liens. C'est justement trouver les expi parce que pour moi, trouver les expi et trouver les sites qu'on rachète. C'est vraiment le truc le plus important pour la réussite de ton projet, quoi. Après, tout le reste, c'est des tâches courantes et chronophages de trouver des mots-clés, de publier des articles, etc. de manière récurrente. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux soit automatiser, soit déléguer. Et la partie trouver les sites, pour moi, elle est super importante. Et du coup, elle doit être bien faite, elle doit être bien analysée. Du coup, et c'est quelque chose de kiffant aussi, tu vois, d'analyser, de trouver un peu ta petite pépite. C'est un peu ce qui est cool dans ce business-là. Donc, j'aime bien le faire. Tous les lundis, c'est dans mon agenda, c'est mon petit kiff du lundi. Meilleure façon de commencer ta semaine, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, donc tu me disais, une fois que tu as le bon nom de domaine expiré, tu le remontes, tu fais les choses bien, et derrière, tu vas rajouter une petite touche de black, Ouais. le fameux fake traffic, fake metrics. T'entends quoi par ça et comment tu t'y prends? Ok. Bah alors, fake metrics, ça va être plutôt pour moi sur la partie majestique, profil de lien. Là, l'idée, c'est que bah, tu vas récupérer peut-être un explique à, je te dis une connerie, 40 RD, 15 VTF. Donc ça, c'est pas forcément des métriques très sexy pour, comme je te disais, la vente de liens. Moi, quand je vends un spot, j'attends minimum qu'il ait 60, 60 RD à au moins 20 TF. Ça va être les deux grosses métriques regardées par les annonceurs. Du coup, l'idée, ça va être simplement d'être augmenter ton nombre de RD. Du coup, tu as plusieurs moyens. Soit tu vas tout simplement acheter des liens. Là, on va plutôt être sur du lien pas cher que tu peux trouver chez Linkuma, AccessLinks, Links Garden, ce que tu veux. Du coup, potentiellement du lien en quantité. Tu peux aussi faire des prestats Fiverr. Je le recommande potentiellement un peu moins, même si ça marche, pour augmenter tes RD, parce que ton profil de lien va être dégueulasse que si tu vas bosser avec des plateformes. Tu peux aussi, bah, derrière, aller faire des redirections. Potentiellement, tu vas avoir 40 RD, tu vas choper des expi en reg free à 7, enfin 5, 6, 7, 7 euros que tu vas rediriger vers ton domaine, qui vont te permettre, bah, du coup, d'augmenter tes RD, puisque tu vas récupérer la totalité. Enfin, généralement, c'est plutôt une partie des domaines référents que tu avais sur le nom de domaine que tu rediriges. Potentiellement, si tu récupères un nom de domaine expiré avec une cinquantaine d'RD que tu vas rediriger vers ton domaine à toi, tu vas peut-être récupérer entre 20 et 35, 40 RD si tu as de la chance. Pour 5 euros, tu vois, ça vaut le coup. Tu passes de 40 à 70, 80 RD pour 5 euros. Ça vaut le coup, du coup, pour manipuler tes RD. Ça, c'est les deux principales méthodes. Après, tu as tout ce qui est TF. Donc, là, l'idée, c'est d'augmenter ton TF. Là, pareil, bah, l'idée, pour augmenter ton TF, c'est assez simple. Il faut tout simplement des liens qui pointent vers ta page d'accueil pour avoir qui ont du gros TF. Du coup, un transfert de TF, tout simplement. Donc ça, c'est pareil. Soit tu vas choper des équipes qui ont du gros TF sur leur page d'accueil, que tu remontes et que tu fais du lien vers tes money sites. Soit tu as aussi des prestats. Tu as des prestats Fiverr. Tu as François Tréca, je crois, qui propose ça je crois qu'il fonctionne en abonnement mensuel. J'ai plus les prix, mais je crois que c'est assez intéressant quand même. Si tu veux pas forcément gérer un peu cette partie réseau de sites, entre guillemets, de sites de fake TF. Tu peux aussi faire de l'échange avec d'autres éditeurs, parce que la plupart font ça. Donc, plutôt que toujours acheter des nouveaux domaines, essayer de faire de l'échange avec des éditeurs pour diversifier un peu le profil de lien. Mais pour manipuler le TF, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, tu as la partie fake traffic, où là, pareil, tu as deux méthodologies. Soit tu vas créer tes propres mots-clés fake traffic dans de l'achat de trafic sur tes mots-clés. Soit tu vas trouver justement des mots-clés fake traffic sur SEMrush. Alors, tu vas avoir les mots-clés fake traffic connus, entre guillemets, les mots-clés streaming, les mots-clés ENT, les trucs comme ça, qui sont des mots-clés fake traffic, mais que ça dépend de ta thématique, en fait. Si tu as un site high-tech qui va parler un peu de, high-tech, magazine, un peu tout ça, ça me dérange pas plus que ça d'avoir entre guillemets du fake traffic sur du streaming, que t'es pas trop dans la thématique. Par contre, si t'es sur un site automobile et que tu as Streaming Reine des Neiges. c'est ça. Là, ça colle un peu moins bien dans le profil de mots-clés, quoi. Du coup, essayer toujours d'avoir du profil de fake traffic, tu peux en faire, mais pour moi, il faut que ce soit thématique. Il faut que ce soit vraiment la cerise sur le gâteau. En mode, t'as quand même à côté du vrai trafic, des vrais mots-clés, t'as des mots-clés top 3. Bah, effectivement, même si ton explique trouve la puissance, c'est dur des fois d'aller chercher un 5, un 10, un 15 000 de trafic SEMrush sans fake traffic. Mais du coup, le fake traffic va te permettre de venir peaufiner un peu et de passer ces steps-là de 10, 15, 20, 30 000 en trafic SEMrush. Mais du coup, l'idée, c'est de trouver ces mots-clés-là, justement, des mots-clés un peu fake traffic qui soient dans ta thématique et d'aller tout simplement te positionner dessus. Alors, justement, tu seras jamais premier sur ce type de mots-clés, mais tu vas être potentiellement 5e, 10e, 15e. Et vu qu'aussi, il y a de plus en plus de gens qui génèrent du trafic sur des mots-clés. Enfin, vu que la méthodologie aujourd'hui, elle est beaucoup plus connue de générer des mots-clés fake traffic,
il y en a de plus en plus et du coup, bah, tu peux te permettre tout simplement, d'aller entre guillemets «voler» les mots-clés faits de trafic qui sont générés par les autres pour te positionner deuxième, troisième dessus et en faisant un petit cumul de 10-15 articles un peu faits de trafic sur chacun de tes sites, bah, tu arrives à passer un petit peu les caps des 10, 15, 20, 30 000 de trafic sur SMrush. Et pour ceux qui connaîtraient pas effectivement cette méthodologie-là, l'idée c'est d'acheter du trafic donc publicitaire potentiellement vers la requête Google d'un mot-clé donné. Ça va du coup biaiser les statistiques de recherche sur Google et sur les outils, notamment SEMrush que tu regardes. Et en fait, la façon que SEMrush va avoir de dire ce site fait X de trafic, c'est il regarde où est-ce que tu es positionné et il a une courbe globalement. Le premier, il prend allez, disons 30% du trafic généré, le deuxième, c'est X% et ainsi de suite jusqu'au Nème, mais potentiellement, il va dire que le 30e va avoir du trafic, alors qu'il en a pas forcément en vrai sur une Search Console et tout ça. Et c'est comme ça qu'il peut estimer. Et du coup, c'est pour ça que on peut voir des fois des aberrations. Typiquement, un mot-clé qui est fake traffic, sur lequel tu es mal positionné, peut biaiser la statistique sur un SEMrush, alors qu'en fait, potentiellement, c'est l'encéphalogramme plat sur un GSC parce que il y a 0 recherche en vrai sur ce mot-clé-là. Et en plus, tu es super mal positionné, donc il y a zéro personne qui voit ton résultat, quoi. Même les gros mots-clés faits de trafic connus, je sais pas, tu dis des ENT plus ville, des trucs comme ça. En réalité, même si t'es troisième, t'auras jamais de clic sur ton article parce que quelqu'un qui tape ENT ou genre des trucs de connexion, genre connexion SFR, des trucs comme ça, le mec il veut juste se connecter sur SFR, quoi. Ta boîte deuxième, ton CTR il est claqué au sol parce que il en a rien à foutre de ton article complètement IA, il veut juste se connecter sur son espace client SFR et voilà. ENT, t'entends quoi par ça? Bah, tu sais, c'est des mots-clés, soit c'est dans la thématique un peu éducation et tout, tu sais, c'est tous les trucs au lycée, collège, genre, tu sais, les espaces pour voir toutes les notes, un peu comme Pronote, je sais pas si ça te parle. Ok, Et, ouais, je pense que j'étais la génération d'avant, mais ouais, je vois l'idée. Et du coup, tu disais que le fake traffic, ça te permettait justement de passer le cap avec des sites qui ont vraiment genre des volumétries admirables, on va dire. Sur ta répartition volume vrai site, vrai trafic et cette petite cerise sur le gâteau, comme tu l'appelais, c'est quoi ta répartition? Enfin, en gros, avec du vrai trafic, généralement, tu arrives à quel volume de trafic et comment tu fais, enfin, c'est quoi le delta que tu pousses, quoi? ok. Bah, tu vois, ça doit pas être si déconnant que ça. En gros, mais on va dire un site de vente de liens, moi, minimum, à peu près en vrai trafic Search Console, il est à peu près à 100 clics par jour, à peu près minimum. Et sur mes plus gros sites, hors Discover, je dois tourner à 3 à 4 000 clics par jour à peu près. Et après, tu vois, je sais pas, tu vois, les sites qui sont à 3 à 4 000 clics par jour sur la Search Console, sur du SEMrush, on doit être 150, à peu près 150 000 en trafic SEMrush. Donc, tu vois, 3 fois 3, ouais, s'il y a quand même quasiment un fois 2, quoi, à peu près, sur SEMrush. Mais c'est quand même, tu Et vois, du c'est quand même un spot, qu'envoie vraiment de la patate parce que c'est quand même un spot qui fait 3 000 clics par jour. Ouais, c'est ça. Effectivement, disons, partons sur ce standard de x2. Tu as quand même une belle base, sur ces Ouais, c'est ça. sites-là. C'est pas un site où t'es à 10 000 sur SEMrush, mais en réalité, t'es à des clics jours sur la Search Console, quoi. T'as quand même, c'est quand même des sites dans tous les cas qui font du traf. Donc, pour moi, il n'y a pas d'arnaque dans le sens où même si finalement je fais plus de trafic sur SEMrush qu'en réalité, c'est quand même un spot où il y a du vrai trafic, où t'as des vrais signaux utilisateurs, où il se passe vraiment quelque chose et t'as du vrai trafic, quoi, tout simplement. Ouais, complètement. Et tout à l'heure, tu parlais donc d'augmenter tes RD avec de la redirection. Ouais. On sait que la redirection va faire perdre un petit peu de jus, mais en fait, est-ce que, on disait que c'était des fake metrics, que ça augmente les RD, mais est-ce qu'in fine, ça augmente pas quand même la puissance du site de faire ça? Bah, je t'avoue que j'ai jamais vu d'effet de fou, en mode j'ai jamais envoyé des redirections. Parce qu'après, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les RD. Quand je fais de la redirection pour de la vente de liens, c'est le nombre de RD. Après, Ouais. j'ai quand même regardé le profil de lien, histoire d'éviter de rediriger des encres, porno, des trucs comme ça sur un site de vente de liens. C'est un peu dommage. Et je vais surtout, regarder justement, en fait, mes critères, c'est de trouver un nom de domaine qui soit proche de mon nom de domaine de base. Justement, d'essayer de pas salir le profil de lien. Mais après, je t'avoue, quand j'ai fait des redirections comme ça, j'ai jamais vu que tu fais une redirection de home à home, j'ai jamais vu en mode j'ai fait ma redirection et après il y a tout qu'à péter, ça m'est jamais arrivé. Potentiellement, comme tu dis, ça peut transmettre de la puissance parce qu'effectivement, tu vas transmettre tout simplement des liens vers un spot. Donc, ça peut t'envoyer de la puissance, mais j'ai jamais vu d'effet concret assez violent sur mes sites. Ouais, ça marche. Et pour tes règles free, tu les trouves comment? Récupérer de domaine.net. Là, tu vois, je vais prendre OK. tout type d'extension. Alors, ouais, si, normalement, sur des redirections ou sur des noms de domaine pour faire du fake TF, l'extension, je m'en fous en général. Enfin, je vais pas prendre une extension à 50 € par an, c'est clair, mais je vais plutôt aller sur du utile, quoi. Ouais, ça marche. Ouais, c'est vraiment le truc que tu vas devoir garder aussi longtemps que tu as ton site parce que c'est Ouais. un abonnement. Si tu le fais sauter, tu perds ta redirection. Bah, c'est ça, ouais. Mais effectivement, le site te remontera jamais en ligne, quoi. C'est ça, exactement. OK, on a donc vu comment on fait pour, monter un business de vente de liens. En tout cas, comment on veut démarrer. Je sais que tu as une formation là-dessus, donc je pense que tu m'enverras le lien et qu'on mettra en description si ça vous intéresse d'aller plus loin. Quand on passe de l'autre côté du miroir et avant de
partez sur l'autre côté. Si vous voulez avoir le résumé, je vous rappelle que vous le trouverez en description. Vous pourrez retrouver les points essentiels de l'interview avec Florentin aujourd'hui. Puis on passe du coup de l'autre côté. Qu'est-ce que tu achètes du lien. Comment on fait pour pas se faire avoir et acheter des vrais bons liens? C'est À vrai, part évidemment acheter tes liens. ouais, ça aurait pu être juste ça ma réponse. Je sais, je commence à te connaître donc Non, non, bah ouais, c'est intéressant d'avoir vu justement un peu tout l'aspect, comment on vend des liens, maintenant comment on achète des liens. Alors des liens aujourd'hui, j'en achète encore un petit peu, mais j'en achète déjà beaucoup moins parce que tu vois, pour des sites de vente de liens, je bosse principalement avec des plateformes de liens entre guillemets pas chères, bah, comme AccessLink, Linkuma, Linksgarden, etc. Mais j'achète quand même un petit peu de liens pour mes sites de vente de leads. Mais bon, j'en achète pas non plus énormément. Ce que je vais regarder, moi, surtout quand je vais acheter des liens, ça va être les top 3 en fait. Même tu vois, enfin, je vais pas acheter des liens sur un spot qui a très peu de RD, mais un spot qui a 30, 40 RD, ça peut m'intéresser quand même. Et je vais surtout en fait regarder tout simplement les mots-clés et le top 3. Je veux un site qui a des mots-clés positionnés, qui a du top 3, qui tout simplement en fait fasse du vrai trafic. Après, tu as aussi ce que je vais regarder effectivement, ça va être le rapport un peu qualité-prix. Si le spot est moyen à peu près selon mes critères, mais qu'il est vraiment pas cher, ça peut être intéressant. Et puis aussi, typiquement quand je bosse sur des sites de vente de leads, sortir des plateformes en fait. Essayer de, tu vois, tu vas avoir ta requête principale sur une thématique en vente de lead. Bah, tu vas mettre des mots-clés informationnels, tu vas mettre ta thématique plus prix, ta thématique plus, j'en sais rien, moi, temps de pause, temps de séchage, tu vois, je te dis des conneries, enfin, de l'informationnel autour de ta thématique. Tu vas regarder un petit peu qui est positionné. Donc, tu vas peut-être voir des sites de vente de liens où là, ça peut être intéressant d'acheter. Mais tu vas peut-être voir des sites vraiment thématiques qui font pas de vente de liens. Et là, tu vas essayer, de les contacter pour potentiellement essayer d'avoir un lien sur un article déjà existant et essayer d'avoir un lien sur un nouvel article. Mais pour moi, c'est ça les liens les plus puissants, c'est des liens thématiques c'est sur des spots thématiques qui ne vendent pas de liens, qui sont potentiellement positionnés. Et sur ce type de site, je m'en fous finalement des métriques. Tu vois, à partir du moment où je l'ai trouvé dans la SERP, je sais qu'il fait du trafic. Même s'il a peu de RD, moi, ce qui va m'importer, c'est vraiment d'avoir des liens vraiment sur la thématique qui soient positionnés. Et après, le facteur prix est quand même assez important, même si le spot est super bon. Si le mec, il me propose un lien à 3000 balles, ça va pas m'intéresser. Si son spot est moyen, mais le prix est vraiment pas cher, pourquoi pas, ça peut m'intéresser, ouais. Et aussi, diversifier son profil de lien. Moi, j'aime bien bosser avec du forum aussi. Sur mes sites de vente de leads, tu vois, la plupart mon process sur mon site de vente de leads, c'est généralement, lien, plateforme pas cher, forum, et après, je vais faire du lien de l'article comme ça, quoi. Oui, carrément. Donc en fait, c'est diversifier et avoir un bon rapport qualité-prix pour avoir le bon volume de liens, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, tu as toujours des problématiques aussi. Quand j'ai bossé en agence, des fois, tu avais des gros budgets et il y a beau avoir beaucoup de spots de vente de liens, il y en a assez peu des qualis. Du coup, finalement, au bout d'un moment, tu es obligé d'acheter un peu de la merde, quoi, parce que tu as un budget à écouler et que malheureusement, tu trouves pas que des spots qui répondent à tes critères pour les acheter. Donc, des fois, tu baisses un petit peu tes critères. Mais on va dire, si tu dois te focus sur une seule métrique, pour moi, quand tu achètes des liens, c'est vraiment top 3 et regarder sur les mots-clés sur lesquels le site se positionne. C'est à peu près ça. Et à partir de ça, tu analyses. Si tu vois que justement, c'est un site qui parle uniquement de la thématique travaux, qui a pas mal de mots-clés informationnels travaux, qui a quelques petits mots-clés business travaux aussi, c'est intéressant. Là, c'est cool. Si c'est un site plutôt généraliste, généralement, les généralistes, en fait, enfin moi, je le vois avec mes équipiers, ils ont plein de thématiques, mais tu vas voir au niveau de leur profil de ranking, qui rankent quand même que sur une seule thématique. Parce qu'à la base, c'est un expi qui était peut-être un restaurant, une entreprise de BTP. Bah, forcément, il a une autorité, son profil de lien est plutôt orienté là-dessus. Et du coup, il va avoir beaucoup plus de facilité à ranker sur sa thématique de base plutôt que sur les autres thématiques sur lesquelles l'éditeur a ouvert. Donc, sur les généralistes, moi, j'aime bien acheter j'achète des liens sur les généralistes, mais je vais acheter uniquement sur sa thématique de base, sur la thématique sur laquelle il rank, et pas forcément sur les autres, parce que, je sais pas, tu vois un mec qui a récupéré un expi d'un restaurant, il va ouvrir sur la thématique voyage, maison et gastronomie. Si tu achètes du lien sur la thématique gastronomie, c'est pertinent. Et si tu vas voir son profil de ranking, normalement, il devrait bien se positionner sur la thématique gastronomie. Par contre, tu devrais trouver beaucoup moins de mots-clés voyage et maison dans le top 3 parce que c'est pas là-dessus, en théorie, qu'il a de l'autorité, quoi. Ouais, carrément et on le voit bien quand tu élargis trop, ta thématique d'un site. En fait, soit ça pénalise le site dans sa totalité parce que ça va tirer vers le bas, soit effectivement, la nouvelle thématique rank pas du tout, Ouais. et c'est un peu l'enfer et moi j'aime bien quand quand j'achète des liens ou quand je fais des liens, essayer d'optimiser aussi un petit peu le contenu et le titre. Un peu comme s'il était sur un site à moi en me disant: «Mais OK, mais je veux que ça rank en fait» Ouais. et tout ce que tu nous disais tout à l'heure, si ton article si le site se positionne, c'est in fine Google lui donne de la confiance et donc que ça va te permettre d'aller te positionner toi, parce que si Google a de la confiance en lui, c'est ce qu'on essaie de chercher dans du lien. On veut que ça transmette de la confiance et donc c'est plutôt un bon signal. Ouais, carrément. Je le vois, moi, en tant que vendeur de liens, des fois, sur des spots chers, hein, sur des spots à peut-être 150 euros.
Je vois les articles qu'on m'envoie, je fais: «Mais faites un effort». Moi, sur la recherche des sujets, tu vois? Les sujets classiques, comment choisir plus la thématique, bah, déjà, si tu sur une thématique concurrentielle, il y a des chances que j'ai déjà fait 10 fois sur ton site mon article. Du coup, bah, ouais, sur la canalisation, ça va même pas s'indexer. Enfin, pousser un peu le truc, surtout sur des liens chers, trouver un sujet un peu, informationnel, un peu intéressant, un peu longue traîne. Faites un sans faire un contenu de fou, mais un contenu bien prompté avec l'IA, quelques images, bah, déjà tu sors de ce que tu peux avoir sur du classique. Tu vas avoir, bah, déjà, effectivement, tu achètes des liens sur des spots généralistes, tu envoies un contenu de merde, tu peux lâcher 150 balles et que ton lien il soit jamais indexé finalement. Donc au moins faites ce travail-là pour que ta page soit indexée et potentiellement derrière, qu'elle aille chercher un petit peu de trafic et ça, c'est intéressant. Ouais, carrément. Et c'est effectivement moi, j'essaie de traiter mes articles un peu comme si c'était mon site, enfin, tu vois, les articles que je publie. Parce que, bah, ton bon ti enfin, on sait que le titre, c'est quand même important, donc tu essaies de faire un bon titre. Moi, j'essaie de rechercher, bah, justement des mots-clés de la thématique qui sont pas trop concurrentiels pour que ça puisse être accessible et qui sont pas traités sur le site. Enfin, ce que tu disais juste Ouais, avant. Parce qu'effectivement, si tu as X site, ça pénalise l'éditeur, donc c'est pas forcément chouette pour lui. Mais, surtout, ça te pénalise toi parce que, bah, tu pourras pas te positionner, donc avoir cette confiance-là, ou en tout cas une confiance réduite. là, Toi c'est ça. toi, comment t'arbitres justement, la préservation de tes sites quand, les gens envoient des articles soit trop similaires à ce qui existe déjà, soit, complètement nazes? Je t'avoue que je m'en fous. Je publie quand même. En vrai, bah, quand tu commences à avoir beaucoup de sites, c'est plus compliqué après de gérer tout ça. Moi, à partir du moment où le prix me convient, généralement, je publie et après, bah, c'est un peu de la faute de l'annonceur, quoi, si son article, la vérité, c'est que j'ai pas l'impression tant que ça me pénalise. Parce que tu vois, même sur certains spots, j'accepte pas sur tous mes spots, mais sur certains spots, j'accepte des thématiques de chill et ça fait longtemps sur certains spots que je le fais et je vois pas forcément d'impact négatif. Je vois pas d'impact négatif non plus, mais le site reste stable, grosso modo. Donc, en fait, bah, si les articles sont pas qualitatifs, à part, tu vois, si vraiment j'ai déjà le même sujet, en mode, si je publie la structure du URL, ça me met slash à la fin, ça veut dire que j'ai déjà le même sujet, grosso modo. Et du coup, bah là, je publie pas, je dis à l'annonceur de faire un article sur un autre sujet. Et sinon, je t'avoue que j'y prête pas plus attention que ça, quoi. Je publie mon article, et après, bah, si ça indexe pas, moi, généralement, sur mes articles que je fais moi-même, dans la vocation de ranker, mes articles s'indexent, donc s'ils s'indexent pas, c'est que c'est le contenu annonceur qui est pas bon, le contenu ou le sujet qui est pas correct. Ouais, complètement. Et si vous voulez un peu plus loin, j'ai fait une vidéo dédiée sur justement, comment bien choisir ses liens, comment faire son netlinking. Donc, je le mettrai en info et en description aussi pour que vous puissiez aller plus loin. Et ce qui nous fait la transition sur la troisième question qu'on voulait voir aujourd'hui. Tu nous disais que tu achetais des liens, donc un peu sur tes sites, mais surtout quand même, c'était essentiellement sur les sites orientés vente de leads. Ouais, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, bah, justement comment tu t'y prends et qu'est-ce que tu fais en vente de leads? OK. Et bah, justement, Vendredi, ouais, je me suis lancé, un peu par hasard dessus. C'est un pote à moi, en fait, qui m'avait donné, une idée de thématique, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et je m'étais dit: «Vas-y, je vais lancer un site, là-dessus», un peu en mode, j'avais jamais testé ce business model-là, en fait. Donc j'ai lancé, assez rapidement, j'ai eu bah, en fait, sur de la vente de leads, tu bosses très souvent avec de l'EMD. Donc j'avais pris l'EMD, j'avais vu que c'était dispo, j'ai lancé le site et j'avais vu qu'assez rapidement, j'avais pris des positions parce que c'était une thématique, en forte croissance avec assez peu de concurrentiel. Donc assez rapidement, j'avais pris des positions et je suis devenu assez rapidement le leader sur la thématique. Et ça reste des sites de vente de leads, ça reste des petits sites, en fait. C'est un site qui doit faire une vingtaine de pages, tu vois, pour entre 150 et 300 clics jour à peu près. Et OK. et du coup, assez rapidement, j'ai pris je suis devenu leader sur la thématique. J'avais mis un formulaire et tout sur le site, mais sans trop pousser le truc, sans trop me rendre compte un peu du potentiel de monétisation et tout derrière. Et assez rapidement, je commençais à recevoir du 3, 4, 5 formulaires par jour, sachant qu'on est sur une thématique avec des devis moyens, quand même assez élevés. Du coup, je me suis dit: «Bah, je sais pas comment utiliser ça, mais ça serait intéressant de creuser un peu le sujet», parce que, tu vois, quand tu as 5 demandes de devis par jour sur une thématique où les devis moyens sont à minimum, 25 000 – 30 000 €, tu te dis: «Il y a quand même quelque chose à aller chercher». Et du coup, c'est là où j'ai commencé à aller chercher, à voir un peu comment on peut monétiser. Donc là, mon idée, c'est tout simplement d'aller trouver des partenaires en direct. Et tout simplement de leur proposer, bah, dès que je reçois un lead, je le transfère chez vous. Que ce soit du lead formulaire, que ce soit du lead, téléphonique, que ce soit du lead, tu vois, tu as des thématiques où c'est de la prise de rendez-vous, des calendriers, leads, des choses comme ça. Peu importe le lead, je le redirige chez vous. Et après, bah, l'idée, c'est de voir, comment je monétise. Si je bosse, au coup par lead, au CPL, si je bosse à la commission, si je bosse à l'abonnement, et cetera. Donc, j'ai testé un peu différents business models et le plus simple, ça dépend des thématiques, mais le plus simple que j'ai trouvé, c'est quand même le business d'abonnement.
Et du coup, ça s'est fait comme ça. J'ai lancé mon premier site où, grosso modo, j'avais des leads. J'avais trouvé un partenaire en direct auquel je redirigeais tous mes leads et il me payait tous les mois un tarif fixe pour l'abonnement. Et j'ai trouvé le business model plutôt intéressant parce que c'est vrai que, à l'inverse de la vente de liens, tu as l'aspect recherche de niche, stratégie et tout qui est beaucoup plus intéressant. Tu as de l'aspect un peu conversion aussi parce que c'est pas juste attendre des mails comme quoi tu as reçu une commande. Il faut quand même un site un peu avec un branding, avec un aspect navigationnel, avec un aspect conversion parce que ce qui compte, nous, c'est de récolter de la data pour gagner de l'argent. Et du coup, au fur et à mesure comme ça, j'ai lancé plusieurs sites de vente de leads. Donc, j'ai des sites de vente de leads, on va dire, national où on bosse pas du tout sur de la géolocalisation. Le but, c'est juste de faire du lead global. J'ai des sites de vente de lead MD vraiment que sur une ville. Après, c'est l'avantage de ce site, c'est que tu peux les dupliquer. Tu fais une ville, ça fonctionne, bah, tu rachètes le MD sur la ville d'à côté, tu dupliques ton site, tu changes un peu le contenu et tu peux assez facilement scaler comme ça. Et du coup, aujourd'hui, je dois avoir 7 sites de vente de lead à peu près comme ça, qui tournent du coup tous. Enfin, j'en ai 3 en abonnement et j'en ai 3 au CPL. Non, à la commission, excuse-moi. Et 2 à la commission et 1 au CPL. Et du coup, là-dessus, bah, quand tu es au CPL, tout simplement, tu fais le bilan. Enfin, en tous les cas, à la fin du mois, j'envoie à mes partenaires en direct un petit mail récap avec le nombre de leads générés. Je leur transmets parce que je fais du tracking aussi sur les appels téléphoniques. Donc, je le transmets leur fichier de tracking sur la partie téléphonique. Je leur fais un petit mail récap de tout ce qui a été fait sur le mois en termes de leads générés. Eux, après, ils me font les retours sur la partie conversion, ce que ça donne, enfin, le retour, etc. un petit peu. Et puis on fonctionne comme ça. Et puis après, pareil sur le modèle d'abonnement, bah en plus, je joins ma facture, il me règle. Et l'avantage, c'est qu'une fois que ça tourne, une fois que tu es positionné, que tu as ton partenaire, du coup, c'est vraiment un business passif. Parce que tu vois, bah, ce site-là, le site que je te disais, le premier site que j'ai lancé, j'y passe littéralement 0 heure en termes de travail SEO par mois dessus. Mon seul taf, c'est de faire un mail avec la facture et c'est tout. Et là, pour le coup, c'est vraiment un business passif. Mmh. Et la dernière fois qu'on en avait parlé, tu me disais que tu ads, sur, justement cette partie-là. Là, on a parlé beaucoup SEO, mais justement ta répartition d'acquisition de trafic, c'est quoi le pourcentage SEO et le reste? Bah en vente de lead, j'ai qu'un seul lead où je fais des ads. C'est sur une thématique, enfin c'est sur du photovoltaïque, donc assez concurrentiel. Et là, je dois faire un bon 70% d'acquisition de lead en ads et 30% en SEO. Et du coup là, tu as d'autres aspects qui rentrent en jeu parce que là, je bosse au CPL. Du coup, tu as justement bien calculé tes coûts de ads pour que tes ads piquent pas enfin ton coût par acquisition de lead augmente pas d'un coup, qu'il soit supérieur à ton CPL. Et du coup, à chaque fois que tu génères un lead, au final, tu perds de l'argent. Du coup, c'est une dynamique un peu différente, mais essentielle pour moi sur les thématiques plus concurrentielles, parce que bah, les mecs veulent des leads en volume, c'est des choses un petit peu plus différentes que sur les thématiques moins connues pour faire de la vente de leads. Et du coup, il faut que derrière tu puisses assumer et les positions sont aussi beaucoup plus dures à prendre en SEO. Euh, et du coup, bah, c'est intéressant. Et d'ailleurs, le ads, je pense que je le testerai beaucoup plus facilement. Enfin, je l'intègre plus facilement maintenant aussi quand je lance des nouveaux sites parce que ça te permet de tester la niche beaucoup plus rapidement. Même si tu as bien fait ton analyse et tout sur SEMrush, sur ta recherche de partenaires et tout, ouais, tu fais NLP, tu envoies des ads, tu vois rapidement si tu as des leads, tu vois rapidement si tu as des partenaires qui peuvent être intéressés. Si tu vois que dès le début, tu galères à faire des leads, tes leads sont pas qualifiés, tes partenaires sont pas intéressés, ça vaut pas le coup de mettre en place une stratégie SEO si dès le début, tu galères en ads, quoi. Ouais, bah, bien sûr. Et tu disais que tu faisais du reporting sur tes appels téléphoniques, donc sur les Ouais, sites, tu mets le numéro de téléphone. c'est ça. Et en gros, c'est quoi? C'est des redirections directes vers eux? Ouais. Ouais, comment ça se Moi, passe? c'est un numéro de téléphone tampon où le mec va appeler. Automatiquement, ça redirige vers ton partenaire. Si tu bosses en multi-partenaire, même, tu peux faire des boucles. En mode, si t'as pas de réponse à un partenaire, Un tu peux tel le répond solliciter pas. sur l'autre. Exactement. Et moi, en fait, bah, du coup, j'ai des tableaux de bord avec toute la data. Je vois, bah, les numéros d'appel, je vois la durée des appels. Je peux même écouter les appels si je veux pour voir justement si le partenaire cherche à me douiller ou pas. Enfin, t'as toute la data là-dessus et c'est vrai que ça fait pas très longtemps que j'ai découvert ça. Et ce qui est important en fait sur la vente de lead, c'est la data. Plus t'as de data, enfin, faut que toute la data dans tous les cas passe par chez toi. Faut pas que tu rediriges directement chez ton partenaire sans prendre la data. Et plus t'as de data, en fait, plus c'est intéressant et plus c'est bon pour toi et ton partenaire. Ouais, complètement. Et si quelqu'un voulait se lancer justement sur le business de la vente de leads, comment tu lui recommanderais de commencer? Je lui recommanderais plutôt de bosser sur du local au début. Pour moi, c'est le plus facile de bosser sur du local. Prendre une petite moyenne niche sur du local, un EMB. La seule contrainte sur du local aujourd'hui, c'est qu'il te faut une GMB. Et que ce soit pour générer des leads. J'ai des sites où finalement, c'est mes GMB qui font 80% des leads.
Et même pour te positionner, à partir du moment où tu as un minimum de confiance sur ta thématique, t'auras du mal à mettre ton site en premier si t'as pas de JMB. Et même, en fait, si t'es juste premier en SEO aujourd'hui sur du local, bah, finalement, en termes de CTR, c'est pas si énorme que ça. Entre justement le pack local, les ads, le SEO classique, les affichages, des annuaires aussi que tu peux avoir sur du local. Ta part de clic, juste avec un site, elle est pas énorme. Donc, c'est vraiment important d'avoir une JMB sur du local. Et, ouais, prendre un EMD, trouver une bonne petite niche où tu as un mélange entre un petit volume de recherche pour avoir un petit peu de volume quand même en termes de lead, un devis moyen sur sur ta prestation qui tourne au moins à 500, ouais, 500, 800 euros, tu vois. Histoire que si tu bosses à la commission, en fait, même si tu bosses à l'abonnement, faut au moins que ton abonnement, grand minimum, tu le vendes sur du local à 300, 400 balles par mois si tu fais juste du SEO. Du coup, bah, faut que le mec, quand même, avec ses 400 balles par mois, le but, c'est vraiment quand tu bosses en direct, dans tous les cas, c'est que ce soit du win-win. C'est-à-dire que même si toi, t'as pas de coût, bah, t'es un prix d'abonnement qui te convienne, ouais, c'est intéressant. Et le mec, si dans tous les cas, il paye 400 balles par mois, mais il est pas rentable, il va très rapidement couper. Donc, faut que tu arrives à trouver un prix où ce soit cohérent pour ton partenaire et pour toi. Par contre, tu vois, s'il a un prix où lui est rentable, même si finalement il fait 300 euros de marge par mois grâce à tes leads, bah, lui, il sera satisfait dans tous les cas parce que à partir du moment où il est rentable, il est prêt à payer. Donc, ça au niveau de la niche. Et puis après, c'est assez simple, hein. Tu fais ta page d'accueil sur ton OMD où tu vas chercher ta requête cible principale. Généralement, le netlinking sur du local, t'en as un petit peu besoin, mais c'est pas ça qui va tout changer. T'as les citations aussi, mais c'est pas ça qui fait une grosse différence. C'est vraiment du contenu et une GMB. Du contenu, une GMB optimisée. C'est ça qui marche vraiment sur du local. Et mine de rien, les EMD, c'est encore super puissant, notamment sur du local. Et même sur du générique, les EMD, ça pousse vraiment beaucoup et tu as des résultats assez rapides quand tu as un bon EMD qui pousse un petit peu derrière. OK. Et du coup, au niveau contenu, comment tu t'y prends? Ouais, attends, je bois juste mon petit verre d'eau. Niveau contenu, généralement sur du local, bah, en fait, je vais avoir sur les sites justement national, où là, je vais avoir une page où finalement, je vais présenter un peu tout simplement les services, enfin la page sur laquelle je souhaite ranker sur Arcade Business, présenter un petit peu les services. Tu vas avoir les différents blocs, blocs un peu FAQ, les blocs avis, les blocs un peu nos prestations, nos services, etc. Et après, sur du national, ce qui est important, c'est d'avoir ta stratégie justement informationnelle où là, tu vas venir traiter toutes les thématiques. Tu vas faire ce qu'on disait un petit peu sur la vente de gain tout à l'heure, toutes les pages informationnelles qui vont te ramener du trafic, qui vont pas forcément te ramener de la conversion, mais qui vont te permettre de débloquer les positions sur les requêtes business. Donc, toutes les requêtes, ce que je te disais, prix, temps de pause, temps de séchage, des conneries comme ça. Où là, bah, tu vas faire des contenus informationnels sur ces requêtes-là. Et après, sur du local, bah, généralement, moi, ma stratégie, c'est d'avoir l'EMD sur la plus grosse ville. Avec là, pareil, bah, la partie prix, service, avis, nos prestations. Euh, J'aime bien aussi sur du local intégrer, tu sais, la petite fiche JMB avec notre adresse, nos informations, nos coordonnées. Et là, je mets un petit bloc avec toutes les villes où on est présente aux alentours. Et là, tu fais du maillage où tu vas faire tes pages connexes, où je vais avoir peut-être en fonction de la taille de la ville, entre 5 et 10 pages qui tournent autour sur les villes proches de la grosse ville de base sur laquelle je souhaite me positionner. Et là, tu pousses en maillage tout ça et généralement, ça suffit. Toi, c'est des petits sites, hein, c'est des sites qui vont faire ouais max avec ta page contact, des sites qui vont faire ouais 10-15 pages quoi. OK. Et du coup, tu disais, tes informations contacts, mais tu pas l'entreprise. Comment Ouais, tu t'y prends pour la GMB, pour, justement, ben, créer cette confiance-là pour Google et pour tes visiteurs? ouais. Alors GMB, je t'avoue, je vais pas dire comment je fais mes GMB. Mais parce que j'ai mis pas mal de temps à trouver un peu comment. Après, ça passe pas à tous les coups, mais c'est possible de créer des GMB sur des points où tu veux en fait, pas sur toutes les thématiques. Sur les thématiques concurrentielles, c'est quasiment impossible. Mais sur des plus petites thématiques, c'est possible de créer des GMB validés sur lesquels tu es propriétaire après. Et après, sur toutes les informations de point de contact, bah, comme je te disais, le numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone tampon que moi j'achète. Je suis propriétaire de ce numéro de téléphone-là et du coup, je redirige. Bah, sur le mail, je fais un mail contact arobase le nom de domaine. Tous les mails arrivent chez moi. Et le formulaire de contact, généralement, moi, j'utilise Jotform pour faire mes formulaires de contact. Du coup, tout passe par Jotform. À chaque fois que j'ai un lead, je reçois une alerte par mail sur Jotform. Et après, tout est centralisé dans un Google Sheet automatiquement avec Make, où je reçois, enfin, où tous les leads arrivent automatiquement dans mon template sheet.
qui généralement est partagé avec mon partenaire et il reçoit aussi en parallèle la notification par mail que moi aussi j'ai où il est en copie. Voilà et après tu disais après, bah, justement sur l'aspect confiance de Google. Pour moi, l'aspect confiance de Google, il passe justement sur du local beaucoup par la GMB. Et du coup, voilà, bah, avoir une adresse, physique, c'est encore mieux. Sinon, bah, tu crées ta GMB, avec une entre guillemets «une fausse adresse» que tu vas après, ressortir sur ton site. Bah, ton numéro de téléphone, important à mettre en avant, ton mail de contact, important à mettre en avant et après c'est intéressant aussi de tu vois, d'avoir, quelques citations quand même sur quelques gros annuaires locales où tu vas retrouver ces informations-là, où tu vas retrouver ton numéro de téléphone, tu vas retrouver ton mail, tu vas retrouver ton adresse physique. Tu vas retrouver ces informations-là sur, quelques citations d'annuaires locales, sur d'autres trucs comme, du Trustpilot, enfin que Google trouve plusieurs fois les informations que tu as citées sur ton site, sur d'autres sites, sur lesquels, bah, du coup, lui, ça lui permet de prouver un petit peu enfin, je pense que c'est comme ça que ça se passe la confiance sur du local, d'être sûr que ces informations sont véridiques et ça peut même être même d'ailleurs quand tu fais du netlinking sur du local, bah, c'est justement un peu ça tes citations. Mettre ton lien, du coup, ton lien sponsor. Généralement, tu vois, quand je fais du lien sur du local, c'est mettre top 5 top 5, activités plus villes et du coup, là, je vais chercher à mettre en avant, bah, mon lien effectivement vers mon site, mais en plus mettre en avant l'URL de mon site internet, mes coordonnées téléphoniques, mon adresse physique, peut-être mon numéro de téléphone, citer ma marque, et cetera. Ouais, carrément. Bah, c'est un peu enfin, ils appellent ça le NAP, le name, Ouais, address, exactement. phone. Et effectivement, c'est sûrement comme ça que Google arrive à identifier, même sans lien, Ouais. que ça parle d'une entité. Donc clairement, Après, je trouve que quand même sur le local, les stratégies netlinking sont assez différentes, où tu vois souvent complètement. Bah, écoute, je pense qu'on a déjà fait un beau tour, hein, des 3 sujets qu'on avait promis au début. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne parce que je fais un contenu par semaine, bah, qui pourra vous intéresser sur le SEO. À la fois une interview d'experts comme Florentin, il y en a une toutes les 2 semaines et à la fois des contenus pédagogiques, qui sont pour la deuxième semaine, hein, pour qu'on ait une alternance. Vous avez, heu, cette interview riche qu'on pourra résumer, vous avez le lien en description pour pouvoir télécharger tout ça. Avant qu'on se quitte, Florentin, est-ce que tu as un dernier truc que tu veux nous partager? bah, écoute, pas forcément. C'était super cool de parler avec toi. C'était un bon échange. Je pense que j'ai donné un peu de valeur sur les 3 aspects qu'on s'est dit. Donc, écoute, c'était un plaisir. On pourra se refaire ça, potentiellement sur ma chaîne YouTube. On le fera dans l'autre sens. Et puis, Avec bah, plaisir. justement, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube aussi. Bah, je mettrai le lien que tu me partages, en description, donc vous pourrez retrouver, Florentin en description de cette vidéo pour le retrouver, sur sa chaîne YouTube et sur ses différentes activités. Merci beaucoup Florentin pour, bah, d'avoir accepté cette invitation, pour, ce partage riche qui, je sais pas si je vais réussir à le résumer en 5 points, donc je vais faire l'effort, mais peut-être qu'il y en aura plus. Donc téléchargez ça. Je vous dis abonnez-vous, mettez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et puis, bah, encore merci Florentin, merci à vous et à très vite.